Je m'appelle Chiara et je vis ici à Asheville, en Caroline du Nord, avec mon chien, Sullivan. Sullivan est l'amour de ma vie. C'est un husky Alaskan Klee avec un pelage principalement noir, mais avec des rayures blanches autour de ses pattes et de son visage, sans oublier les petits anneaux de pelage sombre autour de ses yeux bleus pâles qui lui donnent un air de hamburglar. Je l'ai sauvé d'un refuge alors qu'il n'était qu'un chiot, juste après que mon fiancé ait déménagé à Hong Kong pour le travail. Il m'a aidé à surmonter la solitude des premières nuits où je ne pouvais tout simplement pas supporter de me coucher seul pour la 50e fois, et dans les années qui ont suivi, lorsque mon mari a décidé qu'il serait mieux de fonder une famille avec une femme chinoise qu'il avait rencontrée grâce à son travail, Sullivan m'a aidé à surmonter le chagrin. Sullivan est un grand chien, un subwoofer. Alors que d'autres chiens ont besoin de promenade, Sullivan a besoin de randonnée. C'est pourquoi, tous les week-ends, depuis ces dernières années, je l'emmenais dans la forêt nationale de Nantahala, l'un des rares endroits où il pouvait vraiment être lui-même. Les chiens ne sont tout simplement pas faits pour rester enfermés à l'intérieur. Ils ont besoin de courir, d'explorer, d'un endroit comme Nantahala. Et, par coïncidence, moi aussi. C'était un lieu où je pouvais vraiment me perdre. Un endroit pour échapper aux pressions d'un travail à haute pression et à haute rémunération. La forêt était un sanctuaire pour moi, mais tout a changé un jour froid d'octobre, lorsque je me suis rendu compte qu'il y a une bonne raison pour laquelle les êtres humains se sont isolés dans des villes et des villages, parce que la nature sauvage, apparemment, n'est pas notre ami. Sullivan était toujours plus heureux dans la forêt. Pour un animal si majestueux, il a une incroyable capacité à se comporter comme un idiot, et la forêt faisait ressortir cela en lui en abondance. Il se perdait dans la sensation de pure liberté, avec ses yeux bleus grands ouverts et sa langue pendante d'un côté de sa bouche, profitant de ses zoomies, ce qui me faisait inévitablement rire de la manière ridicule dont il agissait. Vous pouvez donc imaginer à quel point j'ai rapidement remarqué un changement dans son comportement. Comment il est passé d'un chien si bruyant et turbulent à un désastre tremblant et geignard qui ne s'éloignait jamais de moi de plus de quelques mètres à tout moment. En tout le temps où j'avais emmené Sullivan à Nantahala, je ne l'avais jamais vu agir de cette manière, et lorsque j'ai mis une main sur son cou pour le caresser, j'ai découvert qu'il tremblait de peur. Mon premier réflexe a été de penser qu'il pouvait y avoir un puma dans les environs, mais une rencontre précédente avec ce que j'avais supposé être un prédateur avait fait aboyer Sullivan sans relâche et devenir extrêmement agressif. Maintenant, cela s'est passé à l'automne de l'année dernière, et, l'été précédent, Nantahala avait connu une augmentation marquée de l'activité des ours noirs, les propriétaires de maisons étant encouragés à être beaucoup plus prudents quant à l'élimination des aliments. Il était tout à fait possible que Sullivan ait senti une ours avec ses petits, auquel cas il avait raison d'être prudent, mais il n'était pas seulement prudent, il était absolument terrifié. Je n'avais aucune idée de quoi faire dans une telle situation, mais une chose était claire, Sullivan voulait partir, et par conséquent, moi aussi. Il y avait un gros problème avec ce plan. Nous avions déjà passé environ 2 heures à marcher dans la forêt. Sortir ne serait ni rapide ni facile. À chaque pas, la tension augmentait. Sullivan regardait derrière moi avec des yeux sauvages et terrifiés, avançant rapidement avant de revenir vers moi en se plaignant. Chaque pas semblait un peu plus rapide que le précédent, ma paranoïa augmentant jusqu'à l'extrême tandis que je regardais continuellement derrière moi sans jamais rien voir. Mais quelque chose était derrière nous, Sullivan le savait et je pouvais le sentir. À un moment donné, il a couru vers moi et s'est figé, regardant vers la forêt dense tout en reniflant l'air devant lui. J'ai pensé que le pire était passé, mais j'avais terriblement tort. Avec un hurlement si fort qu'il m'a fait mal aux oreilles, Sullivan s'est mis à courir à travers les arbres devant nous avec des aboiements hachés qui accentuaient son galop canin. C'est alors que je l'ai entendu, un murmure dans les arbres derrière moi, et avec une terreur si intense que je la ressens encore aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose respirer derrière moi, et c'était énorme. Je me suis mis à courir, suivant le bruit des aboiements de Sullivan, traversant les arbres denses, tandis que les branches sèches griffaient la peau nue de mon visage. J'ai déjà eu de nombreuses fois dans ma vie où je me suis senti mal à l'aise, anxieuse ou effrayée, mais cette expérience les a toutes éclipsées. Aucune émotion ne peut se comparer à celle de savoir que vous êtes chassé par quelque chose avec lequel vous ne pouvez ni raisonner ni négocier, quelque chose qui broiera vos os en poussière et ne ressentira absolument rien. J'ai couru plus vite et plus longtemps que je ne l'avais jamais fait de ma vie, si intensément que lorsque j'ai finalement dû m'arrêter pour reprendre mon souffle,
Je me suis retrouvé à vomir sans rien dans l'estomac contre un tronc d'arbre, par pur épuisement, par peur, par pur impératif biologique qui me rendait aussi légère et mobile que possible. Mais il ne pouvait y avoir aucun répit. Les aboiements furieux de Sullivan le rendaient abondamment clair. Nous devions continuer à avancer. C'était ça, ou être dévoré vivant. Les larmes aux yeux, j'ai continué à courir, traversant la forêt, les broussailles si denses que je courais à moitié à l'aveuglette, ce qui est devenu douloureusement évident lorsque mon pied s'est pris dans un tronc d'arbre tombé et que j'ai été projeté au sol. L'impact m'a coupé le souffle avec un horrible grognement, et lorsque je me suis retourné sur le dos en luttant pour respirer, j'ai vu Sullivan apparaître à mes côtés. Il avait été mon héros tant de fois auparavant et n'était pas prêt à me laisser tomber maintenant. Ses aboiements étaient sauvages, pleins de rage, ses dents acérées, exposées, alors qu'il concentrait toute la force de son être sur la forêt derrière nous. C'était terrifiant, inspirant à contempler, et à ce moment-là, j'ai remercié Dieu qu'il soit de mon côté. Mais même Sullivan ne pouvait pas maintenir l'exposition, car lorsque la chose invisible qui nous chassait sembla rugir depuis les arbres, Sullivan se tut. Il a couru vers moi, prenant le col de mon imperméable entre ses dents et essayant de me traîner sur le sol de la forêt, mais j'étais renouvelé par la terreur, par mon impératif biologique, par le besoin brut de survivre. En un instant, j'étais de nouveau sur mes pieds, courant, haletant, luttant pour ma vie. Je me souviens d'avoir eu un moment de terreur en pensant que Sullivan pourrait me laisser, que la peur serait trop forte pour lui, qu'il pourrait s'enfuir dans la forêt, mais il n'a jamais cessé de revenir me chercher. Même lorsqu'il était hors de ma vue, il continuait à aboyer furieusement pour que je sache exactement où courir. Cela a continué jusqu'à ce que je traverse un groupe de buissons particulièrement denses pour trouver Sullivan immobile sur le bord d'une rivière. Elle n'était pas très large ni très profonde, mais c'était un obstacle suffisant pour arrêter son avancée. Vous voyez, Sullivan détestait l'eau. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui lui est arrivé étant chiot avant que nous l'adoptions au refuge, mais Sullivan l'avait toujours détesté. Piscine, rivière, lac, vous ne pouviez pas le faire s'approcher à moins d'1,50 m d'elle, et c'est pourquoi voir cette rivière sur notre chemin m'a terrifié à un tout autre niveau. Par pur instinct, j'ai simplement sauté. Comme je l'ai dit, elle n'était pas particulièrement large, mais l'épuisement de courir pendant si longtemps signifiait que j'ai à peine réussi à sauter. Je me suis retourné sachant que Sullivan n'essayerait pas de sauter sans un stimulus ou une direction. Ma voix tremblait en parlant. « Allez, mon garçon, saute vers maman. S'il te plaît, mon garçon, s'il te plaît, saute vers maman. » C'était horrible de voir ses yeux, si remplis de confusion, disant sans parole « Pourquoi me forces-tu à faire ça ?» Je l'ai vu marcher d'un côté à l'autre sur la rive, tandis que la chose qui nous chassait se rapprochait de plus en plus. À la fin, je le suppliais, lui promettant des dîners de steak pendant toute une année s'il traversait simplement cette rivière. Pendant un moment, il s'est figé, évaluant la distance, avant de courir de nouveau vers les arbres. Ce sentiment de terreur m'a saisi. Il ne pouvait pas le faire. Il était tellement terrifié par l'eau qu'en un moment de panique pure, il a fui en direction de ce qui nous poursuivait. Cela m'a semblé une éternité de rester là, au bord de la rivière, priant pour qu'il réapparaisse, me convainquant d'une manière ou d'une autre qu'il ne le ferait pas. Sauf qu'il l'a fait. Dans un moment glorieux, il a surgi du feuillage, courant vers la rive de la rivière à toute vitesse. Lorsqu'il est arrivé sur la rive, ses pattes se sont tendues comme des ressorts, l'envoyant voler dans les airs, bien au-dessus de la rivière. C'est drôle comme les petits détails que vous vous souvenez d'un événement traumatique, et l'un de ceux qui me restent gravés est les yeux de Sullivan lorsqu'il a sauté cette rivière. Ils étaient énormes, ces grands cercles bleu pâle qui semblèrent briller à travers les anneaux de fourrure noire autour d'eux, presque comme s'ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils faisaient, et franchement, moi non plus. Je veux dire, quand je dis qu'il ressemblait à un héros d'action dans un film exagéré des années 80, je n'exagère pas. Le courage dont il a fait preuve est quelque chose que je ne peux qu'aspirer à atteindre. Même son atterrissage a été dramatique. Il a à peine réussi à traverser et lutté pour monter la berge lorsque j'ai sauté vers lui, les attrapé par le collier et les tiré sur un terrain solide. Une fois que nous avons été en haut, il a recommencé à courir avec une vitesse renouvelée, apparemment plus terrifié par l'eau que par ce qui nous avait traqués. J'avais eu les larmes aux yeux avant, mais à ce moment-là, j'ai complètement éclaté en sanglots, l'appelant d'une voix entrecoupée « Bon garçon, Sullivan, bon garçon !» J'ai continué à courir, sentant mes cuisses brûler et mes pieds me faire mal, comme si nous avions couru des kilomètres et des kilomètres. J'étais tellement essoufflé, tellement épuisé, que je pensais pouvoir m'évanouir à tout moment.
Quand je dis que je pouvais littéralement entendre mon propre cœur battre dans ma gorge, je n'exagère absolument pas. Je ne suis pas une personne en mauvaise forme. Je danse beaucoup, je prends des cours de spinning, j'ai de l'endurance, mais courir presque à pleine vitesse pendant presque 1 heure m'a donné l'impression que mon cœur allait exploser dans ma poitrine. Lorsque je suis arrivé au sommet d'une autre douce pente, mes jambes ont cédé sous mon poids. Je me souviens d'avoir vu apparaître des taches blanches argentées dans ma vision, et peu importe combien j'essayais de respirer, je ne pouvais tout simplement pas obtenir assez d'oxygène. Lorsque j'ai vu quelque chose bouger devant moi, quelque chose qui n'était certainement pas Sullivan, j'ai pensé que c'était fini, que je m'évanouirais pour ne jamais me réveiller, ayant été déchiqueté par ce qui nous poursuivait. Je me suis réveillé sur le siège arrière d'une camionnette à 4 places. Dès que j'ai trouvé la force de m'asseoir, j'ai entendu une voix à l'extérieur du véhicule crier « Hé, elle est réveillée !» Soudain, la porte s'est ouverte et une personne que je n'avais jamais vue de ma vie m'a tendu une bouteille d'eau en plastique et m'a demandé si ça allait. Je n'ai pas parlé, j'ai juste pris l'eau qu'il m'offrait et j'en ai bu environ les 3/4 en une longue gorgée sucrée. Lorsque j'ai retrouvé mes esprits, j'ai paniqué. Je ne voyais Sullivan nulle part. J'ai regardé l'inconnu, vêtu de vêtements de chasse, et j'ai essayé de rassembler la force de lui demander où était mon chien, même si les mots ne sortaient tout simplement pas. L'expression sur mon visage devait lui dire tout ce qu'il avait besoin de savoir, car il m'a dit que Sullivan allait bien, qu'il était juste à l'intérieur de sa cabane de chasse en train de manger quelque chose. J'ai simplement pleuré de soulagement. J'étais tellement heureuse qu'il aille bien, mais ce n'était pas ce qui m'avait fait éclater en sanglots. Le chasseur m'a dit que, pendant un certain temps, Sullivan ne voulait pas suivre aucun d'entre eux hors du camion, peu importe combien ils lui offrirent de la viande, il est juste resté à côté de moi, aboyant et gémissant, attendant que je me réveille. Pendant quelques heures, je me suis jointe aux chasseurs dans leur cabane, mangeant lentement le hamburger qu'ils m'ont offert pendant que je reprenais des forces. Je leur ai raconté exactement ce qui s'était passé, comment Sullivan avait eu peur après que nous soyons tombés sur ce que je supposais être un ours noir. Mais les ours noirs sont relativement petits, certainement pas aussi grands que les grizzlies, et certainement pas aussi grands que ceux qui nous avaient poursuivis dans la forêt. Je leur ai posé la question et leur ai demandé ce qu'ils pensaient que cela pouvait être. Je pensais qu'ils pourraient avoir une réponse, étant des chasseurs expérimentés, mais ils n'en avaient pas. Il y a eu un silence gênant, alors qu'ils échangèrent des regards avant que l'un d'eux ne parle, disant qu'il ne savait tout simplement pas. J'ai demandé s'il était possible qu'un grizzly ait pu venir d'aussi loin depuis les montagnes rocheuses, et l'un d'eux a répondu que c'était possible, mais c'était un mensonge absolu. Ces chasseurs m'ont peut-être sauvé la vie, et pour cela, je leur serai éternellement reconnaissante, mais je sais qu'ils m'ont menti. Les grizzlies ne s'approchent même pas à distance de la Caroline du Nord à n'importe quel moment de l'année. J'ai beaucoup enquêté sur ce qui nous a poursuivis ce jour-là, mais je n'ai rien trouvé de concluant, et la seule chose que je sais avec certitude, c'est que ces chasseurs cachèrent quelque chose, et tant qu'ils le feront, les gens continueront de disparaître dans ce coin de forêt de Caroline du Nord. Sullivan est allongé à côté de ma chaise d'ordinateur pendant que j'écris ceci, toujours fidèle, toujours vigilant, et dans mes moments les plus sombres, je me demande comment je vais survivre sans lui. Depuis que je me souvienne, la nature a été mon refuge, un endroit où je pouvais me déconnecter du tumulte de la vie quotidienne et trouver la paix dans la solitude des forêts. Camper et parcourir des sentiers éloignés m'ont toujours procuré une sensation de liberté indescriptible. Il n'y avait rien de comparable à la brise fraîche qui caresse ton visage au lever du soleil, au bruit des feuilles chuchotant avec le vent, ou à la sérénité que l'on ne trouve que dans la profondeur des bois. Pour moi, ces escapades étaient plus qu'un simple passe-temps. C'était une nécessité, un mode de vie. Ce jour-là, le climat était parfait pour une aventure. Le soleil brillait de 1000 feux, mais l'air était frais. Un équilibre idéal qui promettait une journée agréable dans la nature. J'avais décidé de m'aventurer dans une forêt que j'avais très peu explorée, une région reculée et inconnue de la plupart des randonneurs. J'avais entendu dire que cette forêt abritait une grande variété de faune sauvage, et j'étais impatient de me plonger dans son territoire vaste et inexploré. La randonnée a commencé tranquillement. Chaque pas que je faisais sur la litière de feuilles était un rappel de la paix que je recherchais. J'ai marché pendant des heures, laissant la forêt m'envelopper de sa quiétude. Je me suis arrêté à plusieurs reprises pour observer des traces d'animaux, des indices à peine visibles qui racontaient des histoires de la vie qui se déroulaient autour de moi.
Il était facile de perdre la notion du temps dans un tel endroit, où la seule horloge était le soleil qui se déplaçait lentement dans le ciel. J'ai décidé qu'il était temps d'établir mon campement lorsque le soleil a commencé à descendre, peignant le ciel de tons chauds d'orange et de rose. J'ai trouvé une clairière entourée de grands pins, un endroit parfait pour passer la nuit. Alors que je montais ma tente, quelque chose sur le sol attira mon attention. À peine visible parmi les broussailles, je découvris un fil de fer fin, bien camouflé parmi les feuilles mortes. Je me suis penché pour l'examiner et, à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'il faisait partie d'un piège rudimentaire, mais efficace, probablement destiné à capturer de grands animaux comme des cerfs. La curiosité s'empara de moi. J'avais déjà vu des pièges, mais celui-ci semblait étrangement hors de propos, comme si quelqu'un l'avait placé non seulement pour chasser, mais avec une autre intention en tête. Mes pensées furent brusquement interrompues lorsque, par inadvertance, mon pied s'enroula dans le fil de fer. Je ressentis une douleur aiguë à la cheville lorsque le métal tranchant coupa ma peau et je tombai au sol avec un cri étouffé de douleur. La douleur était si intense que, pendant un moment, elle me coupa le souffle. J'ai essayé de libérer mon pied, mais le mouvement n'a fait qu'aggraver la blessure, faisant couler le sang plus abondamment. Le désespoir commença à s'installer dans mon esprit. J'étais seul, à des kilomètres de toute trace de civilisation, blessé et sans possibilité de demander de l'aide. La peur s'empara de moi, une peur primitive qui me fit comprendre la gravité de ma situation. C'est alors que, comme sorti de nulle part, un homme apparut. Sa présence me prit complètement par surprise. C'était comme s'il m'observait depuis les ombres. Il était grand, de constitution robuste, avec une barbe épaisse et négligée qui encadrait son visage sévère. Ses yeux d'un gris acier avaient un regard perçant qui me mit immédiatement mal à l'aise. Malgré son apparence rude, sa voix, lorsqu'il parla, était étonnamment calme. « Eh bien, on dirait que tu t'es mis dans un sacré pétrin », dit-il d'une voix profonde et grave qui résonna dans le silence de la forêt. J'essayais d'expliquer ce qui s'était passé, balbutiant à cause de la douleur et de la panique qui commençaient à obscurcir mes pensées. Il s'agenouilla à côté de moi, observant ma cheville blessée avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de curiosité et de satisfaction. Je n'en étais pas sûr, mais ce regard me mit en alerte. Sans dire un mot de plus, l'homme sortit un petit outil de sa poche et, avec une habileté surprenante, réussit à libérer mon pied du fil de fer. Le soulagement fut immédiat, mais la douleur persistante dans ma cheville me rappela que ma situation restait grave. Il m'aida à me relever et bien que tout mon instinct me disait de m'éloigner de lui, je n'avais pas beaucoup d'options. Ma cheville était dans un état lamentable et je savais que je ne pourrais pas retourner au campement par mes propres moyens. « J'ai une cabane pas très loin d'ici, » dit-il en m'aidant à marcher. « Tu peux te reposer là-bas jusqu'à ce que tu te sentes mieux. » Sa proposition me semblait à la fois une aubaine et un piège. Je ne pouvais ignorer la sensation de danger qui émanait de cet homme, mais la douleur et la perte de sang me laissaient peu d'alternatives. À chaque pas que nous faisions, je me sentais plus faible et la forêt, qui auparavant me paraissait accueillante, devenait maintenant oppressante et sombre, comme si les arbres se refermaient autour de nous, nous isolant du monde extérieur. Après ce qui sembla une éternité, nous arrivâmes à sa cabane. C'était une petite structure rustique, construite avec du bois vieilli et couverte de mousse. L'endroit avait un air d'abandon, comme s'il avait été érigé il y a de nombreuses années, puis laissé à la merci des éléments. Malgré son apparence délabrée, la cabane semblait solide, un refuge qui promettait de nous protéger du froid qui commençait à envahir la forêt à la tombée de la nuit. L'homme me conduisit à l'intérieur, et ce que je vis ne fit qu'accroître mon inconfort. L'intérieur était faiblement éclairé par une lampe à huile qui projetait des ombres inquiétantes sur les murs. Il y avait très peu de meubles, un canapé usé, une table en bois grossier et quelques chaises délabrées. La seule décoration visible était quelques trophées de chasse accrochés au mur, des bois de cerf qui semblaient m'observer avec des yeux vides. Il m'assit sur l'une des chaises pendant qu'il cherchait quelque chose dans une vieille armoire en métal. Le silence dans la cabane était oppressant, rompu seulement par le craquement du bois sous ses pieds. Enfin, il revint avec une bouteille d'alcool et des bandages et m'indiqua de m'allonger sur le canapé. La douleur dans ma cheville était insupportable et chaque mouvement me faisait gémir involontairement. L'homme commença à nettoyer la blessure avec des mouvements lents et méticuleux. Je sentais la brûlure de l'alcool pendant qu'il désinfectait la coupure, et bien que je sois reconnaissant pour les soins que je recevais, quelque chose dans son comportement continuait de me mettre mal à l'aise.
Son toucher était à la fois ferme et doux, presque trop doux. Il y avait une étrange intimité dans la façon dont il manipulait ma cheville blessée, comme s'il prenait plaisir au contact. « Tu devrais rester ici jusqu'à ce que tu te sentes mieux », dit-il enfin, en enveloppant ma cheville avec les bandages. Son ton ne laissait pas place à la réplique. Bien que je lui aie remercié pour son aide, je ne pouvais ignorer la sensation croissante de danger. La cabane, qui au début semblait être un refuge sûr, se transformait maintenant en une prison. Mon corps était épuisé, la douleur et la perte de sang avaient drainé mes forces, mais mon esprit ne cessait de me crier que quelque chose n'allait vraiment pas. Malgré ma peur grandissante, je n'avais pas la force de faire autre chose que de hocher faiblement la tête et de fermer les yeux, espérant que la fatigue m'entraînerait dans le sommeil. Mais le sommeil ne vint pas. Je ne sais pas combien de temps passa, mais à un moment de la nuit, une sensation étrange me réveilla. Je sentis une main rugueuse sur ma jambe, se déplaçant lentement vers ma cheville. J'ouvris les yeux avec difficulté et je le vis. Il était assis à côté de moi, massant ma jambe avec une expression qui me glaça le sang. Ses yeux étaient fixés sur moi et son souffle, chargé d'une odeur de tabac et de sueur, était écœurant. « Tu as besoin de te détendre », murmura-t-il d'une voix rauque, tandis que ses mains continuèrent de glisser le long de ma jambe. Chaque fibre de mon être se tendit instantanément. J'essayais de bouger, mais la douleur dans ma cheville me maintenait cloué sur le canapé. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, et une sensation de panique commença à s'emparer de moi. Son toucher, qui au départ était simplement inquiétant, devenait maintenant intrusif, inapproprié. Ses mains qui avaient massé ma cheville commencèrent à remonter le long de ma jambe, et son regard devint encore plus perturbant. « Qu'est-ce que tu fais » parvins-je à demander d'une voix tremblante, bien que je connaissais déjà la réponse. « Je veux juste t'aider à te sentir mieux », répondit-il avec un sourire tordu, un sourire qui n'avait rien de bienveillant. J'essayais de le repousser, mais ma force était insignifiante comparée à la sienne. Il continua, sa respiration s'accélérait, et ses mains devinrent plus fermes, plus exigeantes. Mon esprit était vide, incapable de traiter ce qui se passait. L'homme qui était arrivé comme un sauveur se transformait en un monstre sous mes yeux, et j'étais complètement impuissant. La peur se transforma en terreur lorsque je compris ce qui allait se passer. Je n'avais aucune échappatoire, je n'avais pas la force de me battre, et la douleur dans ma cheville était si intense que je pouvais à peine bouger. Ses paroles se transformèrent en murmures incompréhensibles, tandis que ses mains explorèrent mon corps avec une familiarité qui me répugnait. Il n'y avait rien que je pouvais faire, si ce n'est attendre que tout cela se termine le plus rapidement possible. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans cette cabane maudite. Tout devint un mélange de douleur, de peur et d'humiliation. La sensation de son corps sur le mien, de son souffle dans mon cou, était quelque chose que je souhaitais oublier, effacer de mon esprit pour toujours. Mais je savais que ces souvenirs resteraient avec moi, me hantant pour le reste de mes jours. Après ce qui sembla une éternité, tout se termina. L'homme se retira de moi, me laissant allongé sur le canapé, incapable de bouger à cause de la douleur et de la honte. Mon esprit était embrouillé, mon corps tremblait de façon incontrôlable, et une sensation de vide s'installa dans ma poitrine. Tout ce que je voulais, c'était disparaître, m'effacer dans l'obscurité de la forêt et ne plus jamais me réveiller. L'obscurité s'empara finalement de moi et je tombai dans un sommeil sans rêve, une évasion temporaire du cauchemar dans lequel j'étais plongé. Mais lorsque je me réveillai, je n'étais plus dans la cabane. J'étais seul au milieu de la forêt, allongé sur le sol parmi les feuilles et la terre humide. Le soleil commençait à se lever, illuminant le paysage d'une lumière froide et distante. Ma cheville était de nouveau bandée et la douleur dans mon corps était si intense que je pouvais à peine bouger. J'essayais de me lever, mais la douleur dans ma cheville était insupportable. Je restais là, allongé sur le sol, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Tout semblait flou, confus, comme si cela faisait partie d'un rêve fiévreux. Mais la douleur dans mon corps, en particulier la douleur aiguë dans mon anus, me disait que ce n'était pas un rêve. C'était réel, tout avait été réel. Je voulais croire que ce n'était qu'un cauchemar, une hallucination provoquée par la douleur et la fièvre. Mais la réalité était indéniable, et les souvenirs de ce qui s'était passé dans cette cabane me hantraient pour toujours. Personne ne devrait vivre quelque chose de semblable, et j'espère seulement qu'aucun autre imprudent ne tombera dans les pièges de cet homme dans la forêt. Avec une force que je ne savais pas posséder, je parvins à me lever. Mon corps tremblait,
et chaque pas que je faisais était une agonie. Mais je savais que je devais sortir de là, m'éloigner de cet endroit maudit avant que quelque chose de pire ne m'arrive. Je marchais pendant des heures, luttant contre la douleur et la peur, jusqu'à ce que je trouve enfin le sentier qui me ramènerait à la civilisation. Je ne suis jamais retourné dans ces bois depuis. La nature, qui autrefois était mon refuge, est devenue un rappel constant du cauchemar que j'ai vécu. Chaque nuit, lorsque je ferme les yeux, je revis ces moments, la douleur, la peur et la sensation d'être complètement seul dans un monde devenu hostile. Et bien que j'essaie de me convaincre que tout cela n'était qu'un horrible cauchemar, la douleur que je ressens me dit que ce ne l'était pas. Je m'appelle Alexander, j'ai 33 ans et je vis dans l'Idaho depuis maintenant 3 ans. Pour être totalement transparent, je n'ai pas écrit ce récit spécifiquement pour ton canal, mais après qu'il soit apparu dans mes recommandations et que j'ai vu que tu acceptes les contributions, j'ai pensé avoir trouvé l'endroit idéal pour l'avertissement que je suis sur le point de donner à toi et à tes spectateurs. Bien que je ne doute pas que ce que tu vas lire puisse te faire peur ou te perturber, je t'assure que ce n'est pas intentionnel. Mon seul désir est que toi et tes abonnés prêtiez attention à ce que je m'apprête à dire. Tu vois, je pense qu'il y a quelqu'un qui vit en dehors du système ici, dans la forêt nationale de Beaverhead Deer Lodge, et je sais avec certitude que cette personne est très, très dangereuse. Une partie de la raison pour laquelle j'ai déménagé à Boise depuis ma Californie natale, en plus de toutes les raisons financières, c'est qu'il y a un total de 10 forêts nationales à une distance raisonnable de la ville. J'étais scout quand j'étais enfant. Mon père et mes oncles avaient l'habitude de m'emmener, ainsi que mes cousins, pendant les vacances d'été, et j'ai trouvé un groupe d'amis à l'université pour faire de la randonnée quand j'étais à UC Irvine. Alors, quand est venu le moment de choisir un endroit pour commencer une nouvelle vie, Boise est rapidement montée en haut de ma liste de souhaits une fois que je me suis rendu compte qu'elle combinait les commodités urbaines, un faible coût de la vie et ce genre de beauté naturelle qui faisait que le sud de la Californie se sentait plus comme Manhattan que Malibu. Pendant cette première année dans l'Idaho, j'ai passé beaucoup de temps à faire de la randonnée dans la forêt nationale de Boise et dans les zones de conservation de la rivière Snake, juste à notre porte. Mais ensuite, avec le temps, j'ai commencé à voyager un peu plus loin à chaque sortie, juste pour découvrir toutes les différentes forêts de la région. J'ai conduit jusqu'à Sawtooth une fois, je suis allé à Payette un week-end, puis je suis allé aussi loin que Bitterroot, Salmon Chalice et enfin Beaverhead Deer Lodge. J'ai fait plusieurs voyages dans chacun des parcs mentionnés précédemment. Je veux dire, tu ne peux pas vraiment connaître un endroit après 1 ou 2 randonnées, mais je n'ai fait qu'un seul voyage à Beaverhead, et si je surmonte un jour ma peur de cet endroit, tu peux parier que je resterai loin des collines entre les montagnes Maverick et Stewart. Et si tu tiens à ta vie, tu devrais faire de même. Dans la partie sud de la forêt de Beaverhead Deer Lodge se trouve la vallée entre les montagnes Maverick et Stewart. À son point le plus à l'ouest, où se rencontrent 2 ruisseaux, la vallée est ouverte et sans arbres, mais en voyageant plus à l'est, les sentiers se rétrécissent en ce que je ne peux décrire que comme un système capillaire de sentiers étroits. Cela m'a rappelé l'un de ces anciens labyrinthes de haies, comme celui de Shining, mais à une échelle beaucoup plus grande. Tous les sentiers semblèrent presque identiques, avec de larges chemins d'herbe et des collines couvertes de pins qui cachèrent la vue de chaque côté. Tu ne peux pas vraiment te perdre de nos jours, pas si tu es armé des compétences et de l'équipement nécessaires, mais s'il y a un endroit où je me suis senti légèrement désorienté par le terrain, c'était là. Tu faisais quelques virages, tu pensais être de retour sur le chemin principal, et soudain, le sentier se rétrécissait et tu te retrouvais dans une impasse. Je suppose que pour un randonneur moins expérimenté, cela aurait pu être inquiétant, mais pour moi, c'était presque nostalgique. Je ne m'étais pas senti perdu, même légèrement, depuis près de 15 ans à ce moment-là, alors pour moi, il y avait quelque chose de presque excitant dans tout cela. Cela faisait des années que je n'avais pas ressenti ce même sens de l'aventure en faisant de la randonnée. Je les appréciais toujours, mais cela faisait longtemps que j'avais perdu ce sens de l'émerveillement enfantin, alors le retrouver était vraiment quelque chose. J'ai continué à explorer pendant environ 1 heure, juste à errer sur les sentiers pour essayer de me familiariser avec cette partie de la vallée. Ensuite, alors que je me promenais sur un tronçon particulier du sentier, j'ai commencé à sentir quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la fumée de camphire. Depuis un bon moment, j'avais pris l'habitude de me présenter à tout randonneur et campeur que je pouvais rencontrer. Certains pourraient dire que c'est intrusif ou même ennuyeux, mais pour moi, ce sont des idées de la grande ville.
Je comprends d'où viennent mes critiques, mais au risque de paraître mélodramatique, les forêts ne sont pas le genre d'endroit où tu veux passer inaperçu. Une partie de cela consiste simplement à être amical, à discuter avec des inconnus sympathiques, mais il y a aussi un côté pratique. Je fais beaucoup de randonnées en solo, et même si je prends toutes les précautions nécessaires, je reste beaucoup plus vulnérable que la plupart. J'aime que les gens sachent que je suis là, et j'aime savoir un peu avec qui je partage un sentier ou un parc. De cette façon, si je détecte même le moindre indice de mauvaise vibration, je peux disparaître avant que le problème ne se présente. Alors je sens la fumée de camphire et je soupçonne qu'elle vient de la colline à ma droite. Je marche un peu sur la pente et alors, voilà, l'odeur de la fumée devient de plus en plus intense à mesure que je marche. Et j'ai donc continué, suivant l'odeur comme un limier humain, jusqu'à ce que finalement les pins se dégagent et que j'arrive à une sorte de corniche sans arbre sur le flanc de la colline. Elle était presque complètement cachée à la vue, et juste au moment où je pensais « c'est assez plat pour construire », je me suis rendu compte que quelqu'un l'avait déjà fait. À environ 50 mètres de là, quelqu'un avait construit ce qui ressemblait à une petite cabane de 2 pièces, complète avec les débuts d'un petit potager devant et une courte clôture tissée qui marquait les limites de la propriété. Ma première pensée en la voyant fut « cela ne peut pas être légal », parce que même si beaucoup de parcs nationaux et forestiers encouragent le camping de nuit, tout type d'habitation permanente est strictement interdit. Mais en même temps, l'habitation de cette personne était une œuvre impressionnante, et évidemment, elle ne s'était pas construite du jour au lendemain. Dans ce cas, comment avait-elle réussi à rester là aussi longtemps sans avoir de problème avec le service forestier? Tout cela me traversait l'esprit, et j'étais juste là, regardant la petite cabane avec étonnement, quand soudainement, la porte principale de la cabane s'ouvre brusquement, et en sort un type chauve d'environ 40 à 50 ans, avec un débardeur sale et un jean bleu. Maintenant, sa cabane avait 2 fenêtres avec ce qui semblait être des volets à charnières, mais il n'avait pas regardé par elles avant de sortir de chez lui. Alors au moment où il m'a vu, j'ai vu qu'une expression de surprise apparaissait sur son visage et il ne semblait pas très content de me voir. J'ai pensé que je lui avais évidemment fait une sacrée peur, alors la première chose à laquelle j'ai pensé faire était de lever la main et de saluer, juste pour qu'il sache que je n'avais pas de mauvaises intentions. Il n'a pas rendu mon salut, il est juste retourné dans sa petite cabane et est ressorti quelques secondes plus tard, armé de ce qui ressemblait à un fusil à verrou pour la chasse. Je tiens à préciser que je n'étais pas entré dans la propriété de cet homme, et je mets le mot propriété entre guillemets à dessein. Je n'étais pas armé, et je ne portais pas non plus de bâton de randonnée lorsque cet homme m'a vu. Tout ce que ce type a vu, c'était un nerd avec des lunettes en surpoids, avec un chapeau ridicule et une barbe irrégulière, et son premier mouvement a été d'aller chercher son fusil. Dès que je l'ai vu, je me suis retourné et j'ai commencé à redescendre la colline vers la ligne des arbres, et en marchant, j'ai crié « C'est bon, monsieur, j'ai compris le message, je m'en vais ». La rétrospective est toujours plus claire, je suppose, et je suppose que j'aurais dû courir aussi vite que possible. Mais sur le moment, j'ai pensé que courir serait la façon la plus bruyante d'annoncer ma culpabilité. Si je courais dans les bois, il penserait que je faisais quelque chose de mal, peut-être qu'il tirerait et ce serait la fin de tout. Mais si je marchais avec les mains levées, sans essayer de sortir ma propre arme et en essayant simplement de désescalader la situation, alors peut-être que tout irait bien. J'étais armé, d'ailleurs, rien de trop grand, juste un pistolet pour les ours et des choses comme ça. Mais la dernière chose que je voulais faire était de déclencher potentiellement une fusillade au milieu de la forêt. Si je sortais mon arme, cela constituerait une escalade sérieuse, et plus cet homme croyait qu'il avait le contrôle, moins il serait probable qu'il me tire dessus. Du moins, c'est ce que je croyais à tort à ce moment-là. Je me souviens avoir dit une deuxième série de « Je m'en vais, c'est bon, je ne veux pas de problème ». Et en réponse, tout ce que j'ai entendu c'était « Reste ou tuer ». As-tu vu ces nouveaux films de Dune? Il y a quelque chose dedans, quelque chose qu'ils appellent la voix. C'est comme un pouvoir magique. Tu parles et les gens obéissent, qu'ils le veuillent ou non. Et je te le dis, c'était comme si ce type avait la voix. Il a parlé et soudainement, mes pieds étaient dans des blocs de ciment. Je voulais continuer à marcher, bon sang. Je voulais courir dès que j'ai vu son fusil, mais ce qui maintenait son sentiment de contrôle et ses doigts hors de la gâchette semblait être la meilleure option à ce moment-là. Je ne peux pas non plus souligner suffisamment combien je ne voulais pas tirer sur ce type et transformer une randonnée relaxante en l'un des chapitres les plus sombres de ma vie. Alors il m'a dit de m'arrêter, mais il voulait manifestement me faire face pendant qu'il me parlait, alors j'ai commencé à me tourner. Grande erreur.
Le type a levé son fusil, a actionné la culasse pour charger une balle dans la chambre et ensuite, il m'a pointé si agressivement que je pouvais presque le sentir. Il était prêt à tirer à ce moment-là, comme si ma vie était en grave danger. Mais la seule chose qui me passait par la tête alors que j'avais les bras levés était « S'il te plaît, ne fais pas pipi, s'il te plaît, ne fais pas pipi ». Je ne l'ai pas fait. Et avant que tout le monde ne pense « Haha, quel bébé », je ne peux pas exagérer à quel point ton esprit travaille vite dans ces situations. J'étais tellement effrayé que j'avais l'impression de pouvoir goûter l'air. Mes bras et mes jambes se sentaient comme s'ils étaient enfermés dans du béton et je transpirais à des endroits dont je ne savais pas que tu pouvais transpirer. Donc avoir toutes ces pensées irrationnelles comme celle-là et ne pas courir quand j'en ai eu l'occasion semble faire partie de tout ce paquet de peurs primales que j'ai ressenti à ce moment-là. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à me tourner pour lui faire face, mais il a chargé son fusil et ensuite a commencé à crier des choses comme « Je t'ai dit de bouger, fais un autre mouvement et tu verras ce qui se passe ». Tout ce que j'ai pu penser à dire, c'était les mêmes choses que j'avais déjà répétées. Des trucs sur le fait que je voulais partir, sur le fait que je me suis simplement retrouvé à son endroit et que j'étais curieux. Il m'a regardé de haut en bas pendant une seconde, puis m'a demandé si j'étais du gouvernement. Je lui ai dit non, que j'étais juste un randonneur. Et pour renforcer l'idée que je n'étais pas un type d'agent, je lui ai dit que je travaillais pour une firme financière à Boise, ce qui était vrai. Je lui ai dit le nom de l'endroit, mon poste, et ensuite ajouté qu'il pouvait les appeler tout de suite s'ils ne me croyaient pas, car le bureau était ouvert les week-ends. Je lui ai dit tout cela parce qu'il était clair qu'il avait un problème avec les flics ou les gardes forestiers et probablement avec toute personne en position d'autorité. Et une fois que j'ai commencé à parler, j'ai trouvé anormalement difficile de m'arrêter. Je parlais encore quand il m'a dit de me taire, et ensuite, après quelques secondes qui semblaient être de la réflexion, il m'a posé une question qui m'a fait me demander une fois de plus si j'allais faire pipi ou non. Le type a abaissé son fusil un peu, ce qui était quelque peu rassurant, mais pas beaucoup. Et ensuite, il m'a demandé « Crois-tu en Dieu ?» Soyons clairs, je n'ai aucun préjugé contre les personnes religieuses. J'avais une grand-mère très baptiste qui faisait du bénévolat à l'église jusqu'à quelques mois avant son décès, et elle était l'une des personnes les plus saintes qu'il soit possible de rencontrer. Dans un autre contexte, cette question aurait provoqué autre chose qu'une réponse honnête, mais à la lumière du fusil pointé sur mon estomac, j'ai supposé qu'il accordait beaucoup d'importance à la question. Un autre jour, j'aurais peut-être simplement dit ce que je pensais et lui dire que je me considérais quelque peu agnostique. Je ressens qu'il y a quelque chose en termes de création et d'évolution, comme tu veux l'appeler, mais je ne pense pas que nous puissions lui coller aussi facilement une étiquette comme Dieu et l'imaginer comme ce grand type amical avec une barbe et une attitude ensoleillée. Mais étant donné ma situation, j'ai décidé que l'honnêteté n'était probablement pas la meilleure politique, alors au lieu de la vérité, j'ai menti et je lui ai dit « Bien sûr, je crois en Dieu ». Je pensais que cela pourrait me sortir d'affaire, métaphoriquement parlant bien sûr, mais ensuite il m'a demandé « Quel Dieu ?» Mon instinct m'a dit que dire quoi que ce soit d'autre que chrétien protestant serait probablement une mauvaise nouvelle pour moi, alors j'ai suivi mon instinct et je lui ai dit que j'étais baptiste, comme ma grand-mère. Quand j'ai vu qu'il m'a fait un petit signe d'approbation, j'ai ressenti un tel soulagement que j'ai presque failli tomber à genoux. Mais malheureusement, ce type n'en avait pas encore fini avec moi. Il a commencé et s'est arrêté en essayant de trouver les bons mots. Puis il a commencé à expliquer que seules 2 personnes dans le monde savaient qu'il était là, et qu'il ne pouvait pas en tolérer une 3e. Je pense qu'il a vu la terreur sur mon visage car il a continué à expliquer qu'il ne voulait pas me tirer dessus. Je suppose qu'il avait l'intention que cela soit réconfortant, mais d'une manière ou d'une autre, ça ne l'était pas. Et c'est là que les choses sont revenues à la raison pour laquelle il m'avait demandé si je croyais en Dieu. Il avait besoin de savoir que je croyais en quelque chose pour me faire jurer sur ma vie que je ne dirais à personne que je l'avais vu. Je lui ai immédiatement dit « Je jure devant Dieu que je ne dirai à personne que je t'ai vu. » Et je l'ai dit si rapidement parce que je croyais vraiment qu'il pourrait me laisser partir. Mais les mots seuls ne lui suffisaient pas. Tenant le fusil à sa hanche maintenant, le type m'a pointé un peu plus directement puis m'a dit de m'agenouiller. Tout ce dont je me souviens, c'est de dire « S'il te plaît », mais cela n'a fait que le pousser à lever le fusil pour me viser. Puis il a répété « Agenouille-toi ». Et à partir de ce moment-là, j'étais convaincu que j'allais mourir. Et honnêtement, je ne sais pas si je me suis agenouillé délibérément ou simplement parce que mes genoux ont complètement cédé. Je pensais qu'à tout moment, je passerais simplement de totalement éveillé et terrifié à l'obscurité. Il me tirerait une balle dans la tête avec une seule décharge de ce fusil,
et je m'éteindrai comme une lumière. Je me souviens avoir littéralement pensé « au moins, ce sera rapide ». Mais au lieu d'appuyer sur la gâchette, il a recommencé à parler. Le type m'a dit de jurer à nouveau devant Dieu que je ne dirais jamais à une autre âme vivante que je l'avais vue, ni où il vivait, ni de quoi nous avions parlé. Alors je l'ai fait. J'ai joint les mains comme si je priais, mais je n'ai pas osé fermer les yeux. Puis j'ai juré à voix haute que jamais, en 1 million d'années, je ne dirais à une autre des créations de Dieu quoi que ce soit de ce qui s'était passé ce jour-là. Je ne pense pas l'avoir dit exactement ainsi, mais tu comprends l'idée. Quand j'ai terminé, il a simplement dit, encore une fois, plus fort. Et j'ai fait ce qu'il m'a dit. Ensuite, une fois de plus, quand j'ai terminé, il a commencé à crier quelque chose comme « Jure sur ta famille, dis-leur de te foudroyer sur place si tu dis quoi que ce soit à quelqu'un. » Je n'étais pas en position de refuser, et bien que j'aurais probablement pu me jeter sur son fusil ou quelque chose du genre, je ne suis pas un idiot, alors je n'ai même pas considéré cela comme une option à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai fait de mon mieux pour m'assurer qu'il garde ce sentiment de contrôle, car au moment où il le perdrait, les chances qu'il me tire dessus augmenteraient de façon exponentielle. J'ai juré sur toute ma famille élargie que je ne parlerai jamais de notre rencontre tant que je vivrai. Je lui ai dit, ainsi qu'à Dieu et à tout ce qui pouvait écouter, que j'enterrerais volontiers mes proches si je rompais ma promesse, et non seulement cela, mais que je les suivrais volontiers en enfer, après si jamais je mentionnais notre rencontre. J'ai dit pratiquement tout ce qui me passait par la tête, mais une fois que j'ai vraiment pensé à ma mère et à mon père, et à quel point ils seraient dévastés d'apprendre que mon corps avait été retrouvé sur cette colline, c'est là que j'ai commencé à devenir sentimental. Je suppose que c'est ce qui l'a vraiment satisfait à la fin. Me voir devenir un peu émotif, pas seulement effrayé, mais triste ou brisé. Ce n'est qu'alors qu'il a baissé son fusil. Ce n'est qu'alors qu'il m'a permis de me lever. Et ce n'est qu'alors que j'ai été autorisé à redescendre la colline vers le sentier. Il a crié un rappel à travers les arbres derrière moi, me rappelant mes promesses, et donc, naturellement, la première chose que j'ai faite une fois que j'ai eu du réseau sur mon téléphone portable, c'était de signaler toute cette foutue affaire avec un niveau de détail excruciating au shérif du comté de Beaverhead. Comme je l'ai dit, je ne suis pas religieux dans le sens traditionnel, et même si je l'étais, je n'aurais pas laissé ce type manipuler ma foi de cette manière. Ce n'est pas non plus une histoire inventée où je vais garder le secret de ce type, ou une où j'ai tellement peur qu'il vienne après moi que je reste silencieux. Je suis prêt à admettre que j'étais terrifié à ce moment-là. Je tremblais comme une feuille en descendant cette colline, mais une fois arrivé à ma voiture, j'étais plus en colère que jamais dans ma vie. L'état d'esprit dans lequel j'étais lorsque j'ai appelé le 911, j'aurais pu finir ce salaud 3 fois, mais encore une fois, ce n'aurait pas été la bonne chose à faire. Le geste responsable et adulte à faire était de laisser les forces de l'ordre s'en charger, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Le seul problème était qu'après une semaine à pousser le shérif à gérer notre possible avenir, je me suis rendu compte qu'il ne se passait rien en ce qui concerne ma plainte. Tout d'abord, des tas de bureaucratie ont fait que le shérif a dû informer les gardes forestiers du contingent de Beaverhead de la situation, qui à leur tour ont pris la tâche en main après lui avoir assuré qu'ils le contacteraient au sujet de leurs recherches dans la région. Le jour avant d'appeler le shérif pour la 3e fois, les gardes forestiers lui avaient informé qu'ils n'avaient pas pu localiser aucune cabane dans la vallée sous la montagne Maverick. Naturellement, j'ai dit au shérif que c'était impossible, puisque j'avais vu la cabane et ses occupants de mes propres yeux. Ensuite, j'ai pris la peine de leur fournir au moins ce que je crois être les coordonnées exactes qui dénotent l'emplacement de la cabane. 45 degrés, 28 minutes, 30 secondes, point 9 nord et 113 degrés, 12 minutes, 40 secondes, point 1 ouest. Après cela, les gardes forestiers ont promis d'envoyer une 2e équipe de recherche et, bien que cette fois-ci ils aient trouvé la cabane de ce type, l'homme lui-même n'était nulle part et la structure semblait avoir été inoccupée pendant un bon moment. J'étais furieux, pour ne pas dire plus. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui choisissent de servir ce pays, peu importe la manière dont cela se fait. Mais l'incompétence des autorités pour permettre à un fugitif dangereux de leur échapper est aussi stupéfiante qu'effrayante pour moi. Je ne sais pas avec certitude qui j'ai rencontré ce jour-là à Beaverhead, mais je pense que 90% d'entre vous seraient d'accord pour dire que cet homme était probablement un type de criminel, et qu'il utilisait très probablement cette cabane et cette vallée comme couverture pour se cacher des forces de l'ordre. Ça, ou c'était juste un psychopathe survivaliste qui prenait plaisir à terroriser un inconnu aimable. Quoi qu'il en soit, l'idée d'une seconde rencontre me remplit d'une peur si intense que je ne suis pas sûr de pouvoir la mettre en mots.
Et c'est pourquoi je n'ai pas remis les pieds à Beaverhead depuis, et si jamais je visite ces endroits à l'avenir, je resterai loin de la montagne Maverick. Peu importe les motifs de ce vieux sadique, je suppose qu'il pensait que je ne tiendrais pas ma parole, parce que, comme je l'ai dit, quand les gardes forestiers sont enfin arrivés à sa cabane, l'homme qui avait failli me tirer dessus avait déjà disparu. Mais cela me ramène au début de ce courriel. Quand j'ai dit que ce n'était pas tant une histoire de camping, mais un avertissement grave pour quiconque envisage de faire de la randonnée dans le sud-ouest du Montana, au nord de l'Idaho. Je pense que ce type est toujours là, vivant en dehors du système. En fait, j'en suis sûr. Ma seule préoccupation est que la prochaine personne qui le rencontrera n'aura peut-être pas autant de chance que moi, et qu'au lieu de simplement lui demander « Crois-tu en Dieu ?» Zrenia, il les enverra directement à sa rencontre. Je m'appelle Anna Maria, et l'histoire que je m'apprête à vous raconter est l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Tout a commencé par des vacances en Afrique que j'avais planifiées avec un groupe d'amis. L'idée était d'explorer, de profiter de la nature et de se déconnecter de la routine quotidienne. Nous n'aurions jamais imaginé que nous serions confrontés à un cauchemar vivant. Nous sommes arrivés en Afrique pleins d'enthousiasme. Nous avons rejoint un tour qui nous emmènerait dans une forêt reculée, connue pour sa beauté et sa biodiversité. Nous étions un groupe de 10 personnes, chacun avec son propre équipement et des provisions pour quelques jours de randonnée et de camping. Notre guide, un homme local nommé Kamau, semblait connaître la région comme sa poche. Kamau était un homme grand, de constitution robuste, avec une peau foncée. Il avait toujours un sourire chaleureux sur le visage, ce qui nous faisait nous sentir en sécurité et confiants. Le premier jour fut parfait. Nous avons marché sur des sentiers sinueux, entourés d'une végétation luxuriante. Les arbres étaient hauts et feuillus, formant une canopée qui laissait à peine passer la lumière du soleil. Autour de nous, les sons de la jungle étaient constants. Le chant des oiseaux, le bourdonnement des insectes et le rugissement occasionnel d'un animal au loin. Nous avons vu des animaux exotiques comme des antilopes, des singes et des oiseaux aux couleurs vives. Nous avons pris d'innombrables photos, essayant de capturer la magie du lieu. Cette nuit-là, nous avons campé près d'une petite rivière. Nous avons monté nos tentes et allumé un feu de camp. La lumière du feu dansait dans l'obscurité, projetant des ombres sur les arbres proches. Nous nous sommes assis autour du feu, partageant des histoires et des rires. Il était difficile d'imaginer que quelque chose de mauvais pourrait arriver dans un endroit aussi idyllique. Kamau nous a raconté des légendes locales sur la jungle, des histoires d'esprits protecteurs et d'animaux mythiques. Nous avons ri et profité de la compagnie, nous sentant chanceux d'être dans un endroit aussi magnifique. Le deuxième jour, cependant, les choses ont commencé à changer. Kamau a décidé de s'écarter du chemin principal pour nous montrer une zone moins fréquentée. La jungle est devenue plus dense et le sentier moins évident. Bientôt, nous avons perdu de vue tout signe de civilisation. Au fur et à mesure que nous avancions, la tension a commencé à monter. Kamau semblait de plus en plus incertain de la direction, et son inquiétude se transmettait à tout le groupe. Les sentiers se rétrécissaient, et les branches nous égratignaient la peau, laissant de petites coupures et des éraflures. Il est arrivé un moment où nous avons su que nous étions perdus. La nuit tombait sur nous, et avec elle, une obscurité impénétrable. Nous avons campé dans une clairière improvisée, essayant de rester calmes. Mais les sons de la jungle semblaient plus menaçants que jamais. Des créatures nocturnes, des insectes et le murmure constant de la forêt nous entouraient. Nous avons allumé un petit feu de camp, mais sa lumière semblait insignifiante dans l'immensité de la nuit. À mesure que l'obscurité avançait, les bruits de la forêt se sont intensifiés. Nous avons entendu des bruits de pas entre les buissons et le craquement des branches. Le vent soufflait, faisant bruisser les feuilles de manière inquiétante. Nous nous sommes assis en cercle, essayant de rester près du feu. Chaque petit bruit nous faisait sursauter, nos cœurs battant à tout rompre dans nos poitrines. Kamau a essayé de nous rassurer, nous assurant que nous retrouverions le chemin du retour au lever du soleil. Mais au fond de nous, nous savions tous que nous étions dans une situation désespérée. Au troisième jour, notre peur est devenue palpable. Nous avons marché sans but, espérant trouver un signe qui nous indiquerait le chemin du retour. C'est alors que nous avons vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Au loin, une silhouette humaine se déplaçait entre les arbres. Nous avons pensé qu'il pourrait s'agir d'une aide, peut-être quelqu'un de la région.
Nous nous sommes approchés prudemment, mais ce que nous avons vu nous a glacés. C'était un groupe de personnes, une tribu, vêtues de vêtements traditionnels et peintes de manière intimidante. Leur corps était couvert de peintures de guerre et ils portaient des ornements en os et en plumes. Au début, nous n'avons pas compris la gravité de la situation. Mais lorsque nous avons vu l'un d'eux traîner un homme bâillonné et attaché, la réalité nous a frappés. Nous étions face à une tribu cannibale. Nous avons reculé lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Mais l'horreur que nous avons vue était indescriptible. Nous avons vu comment ils emmenaient leurs prisonniers dans une clairière où un feu était allumé et des outils tranchants étaient disposés. Nous nous sommes cachés derrière des buissons, observant avec terreur. Les hommes de la tribu ont commencé à préparer ce qui semblait être un rituel. Ils dansaient et chantaient autour du feu, tandis que les prisonniers étaient attachés à des poteaux. Le chef de la tribu, un homme à l'apparence imposante portant un masque en bois, s'est approché de l'un des prisonniers. D'un geste rapide, il a levé un couteau et, je ne peux même pas le dire, il les tuait et les dévorait. Le sang coulait sur le sol et les cris des prisonniers résonnèrent dans la jungle. C'était une scène de cauchemar, quelque chose que nous n'avions vu que dans des films d'horreur. Mais c'était réel, et nous étions là, témoins de tout cela. Notre peur s'est transformée en pure panique. Nous avons commencé à courir sans but, sachant que nous étions en grand danger. La tribu nous a vus et a commencé à nous poursuivre. Ils étaient rapides, et leurs cris remplissaient l'air, nous faisant comprendre qu'ils n'avaient aucune intention de nous laisser partir. Les hommes de la tribu portaient des lances et des machettes, et ils couraient à travers la forêt avec une agilité terrifiante. Nous avons couru pendant ce qui nous a semblé être des heures. La forêt s'est transformée en un labyrinthe sans issue. Les branches et les épines nous égratignaient à la peau, et le sol irrégulier nous faisait trébucher constamment. Nous avons perdu 2 de nos amis cette nuit-là. Nous les avons entendus crier alors qu'ils étaient capturés. Nous ne pouvions rien faire. Notre groupe diminuait, et l'espoir s'amenuisait. Il est arrivé un moment où il ne restait plus que 5 d'entre nous. Nous étions épuisés, blessés et désespérés. Nous nous sommes cachés dans une grotte, espérant que l'obscurité nous offrirait une certaine protection. Mais nous savions que nous ne pourrions pas rester là indéfiniment. Nous devions trouver un moyen de sortir de la forêt et de demander de l'aide. La grotte était froide et humide, et le son de l'eau qui gouttait résonnait à l'intérieur. Nous nous sommes blottis ensemble, essayant de trouver un peu de réconfort dans la proximité. Avec les premiers rayons de lumière, nous avons repris notre fuite. Nous nous sommes déplacés avec plus de prudence, évitant de faire du bruit et en restant ensemble. C'est alors que nous avons trouvé un petit ruisseau. Camo, qui avait été notre guide et maintenant notre espoir, a suggéré de le suivre. Les ruisseaux mènent souvent à des rivières plus grandes et, éventuellement, à la civilisation. Nous avons suivi le ruisseau pendant des heures, restant sur nos gardes à chaque son et chaque mouvement. L'eau froide nous aidait à rester éveillés et concentrés. C'est alors que nous avons entendu des voix. Ce n'étaient pas des cris de guerre ni des chants tribaux, mais des voix humaines parlant une langue que nous connaissions. Nous nous sommes approchés lentement et avons vu un groupe de touristes avec leur guide, juste à la lisière de la forêt. Nous avons couru vers eux, en criant et en pleurant. Ils nous ont secourus et nous ont ramenés à la civilisation. Mais le prix de notre survie a été élevé. Des 10 personnes qui avaient commencé le voyage, seules 4 sont revenues. Les blessures physiques guériraient avec le temps, mais les cicatrices émotionnelles perdureraient à jamais. Jusqu'à ce jour, les souvenirs de cette expérience me hantent. Chaque nuit, je revis les horreurs que nous avons vues et la peur que nous avons ressentie. La jungle, qui m'avait autrefois semblé être un lieu de beauté et de mystère, est maintenant teintée de sang et de terreur dans mon esprit. Je me réveille souvent au milieu de la nuit, en sueur et le cœur battant à tout rompre, me rappelant les cris de mes amis et le regard affamé dans les yeux des membres de la tribu. Ces souvenirs me poursuivent, et même si je tente de les éloigner, ils restent gravés dans ma mémoire. Raconter cette histoire est ma façon de rendre hommage à ceux qui ne sont pas revenus et de mettre en garde les autres contre les dangers qui peuvent se cacher dans des endroits qui semblent paradisiaques. On ne sait jamais quelles horreurs peuvent se tapir dans les coins les plus sombres du monde. Ce qui avait commencé comme des vacances de rêve s'est transformé en une lutte désespérée pour la survie, et bien que nous ayons réussi à échapper à ce cauchemar, nous ne serons jamais les mêmes. S'il vous plaît, si jamais vous vous retrouvez dans une situation similaire,
Rappelez-vous de garder votre calme, de faire confiance à vos instincts et de ne jamais sous-estimer les dangers qui peuvent se cacher dans les lieux les plus inattendus. La jungle peut être un endroit d'une beauté indescriptible, mais elle peut aussi dissimuler des horreurs inimaginables. Et même si nous avons survécu, le prix que nous avons payé était immense. Chacun de nous porte en lui non seulement les cicatrices physiques, mais aussi les blessures psychologiques d'une expérience aussi traumatisante. Après notre sauvetage, nous avons passé plusieurs semaines dans un hôpital local à récupérer de nos blessures. Les autorités nous ont interrogés à maintes reprises, essayant de comprendre ce qui s'était passé et de localiser la tribu qui nous avait attaqués. Mais la jungle est vaste et mystérieuse, et les hommes qui nous ont attaqués semblaient s'être évaporés aussi vite qu'ils étaient apparus. Le retour à la maison a été un processus lent et douloureux. Chacun d'entre nous a dû affronter ses propres démons intérieurs, luttant contre les souvenirs et le traumatisme de ces jours horribles. Nous avons assisté à des thérapies de groupe, partageant nos expériences et essayant de trouver du réconfort dans la compagnie d'autres personnes ayant vécu la même chose. Mes nuits étaient tentées de cauchemars. Chaque fois que je fermais les yeux, je me retrouvais à nouveau dans cette forêt, courant pour sauver ma vie, entendant les cris de mes amis. Le simple craquement d'une branche ou le son du vent dans les arbres pouvait déclencher une crise de panique. Mais je savais que je devais être forte, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui n'avaient pas réussi à s'échapper. Avec le temps, j'ai trouvé un moyen de canaliser ma douleur et ma peur en quelque chose de positif. J'ai décidé de raconter mon histoire au monde, non seulement comme une mise en garde, mais aussi comme un hommage à mes amis disparus. J'ai commencé à tenir un journal détaillant chaque aspect de notre expérience, depuis les moments heureux au début du voyage jusqu'aux horreurs finales. L'écriture est devenue une thérapie pour moi. Elle m'a aidé à traiter ce qui s'était passé et à trouver une certaine paix intérieure. J'ai commencé à donner des conférences et à raconter notre histoire à d'autres aventuriers et voyageurs. Je voulais que les gens comprennent que, bien que le monde soit rempli de lieux magnifiques et excitants, il peut aussi être extrêmement dangereux. Malgré tout ce que nous avons vécu, j'ai essayé de reprendre ma vie en main. Je suis retourné à mon travail et j'ai tenté de rétablir une routine normale. Cependant, ce n'était pas facile. Les gens me regardèrent souvent avec compassion ou une curiosité morbide, cherchant à en savoir plus sur mon expérience. J'ai appris à gérer leurs questions avec grâce et à me concentrer sur les aspects positifs de ma vie. Kamau, notre guide, est devenu un ami proche. Bien qu'il ait échoué à nous conduire en sécurité à travers la jungle, il avait fait preuve d'un courage incroyable et s'était dévoué à notre survie. Ensemble, nous avons fondé une organisation à but non lucratif pour éduquer les autres sur la sécurité dans la nature et aider les communautés locales dans les régions isolées. Mon histoire n'est pas seulement une mise en garde contre les dangers qui peuvent guetter dans des endroits inconnus, mais aussi un témoignage de la force de l'esprit humain. Malgré la peur et le désespoir, nous avons réussi à survivre grâce à notre détermination et à notre désir de nous protéger mutuellement. Je veux que tous ceux qui écoutent ou lisent cette histoire comprennent l'importance d'être préparés, de respecter la nature et d'être conscients des risques. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais être informé et vigilant peut faire la différence entre la vie et la mort. Enfin, je tiens à dédier ces mots à mes amis qui ne sont pas revenus avec nous. Leurs vies ont été brutalement et injustement écourtées, et leurs souvenirs restent vivants dans nos cœurs. Chaque jour, je travaille pour honorer leur mémoire et m'assurer que leur sacrifice n'aura pas été vain. La vie est fragile et précieuse, et nous ne devons jamais la prendre pour acquise. Voyager et explorer le monde est une expérience merveilleuse, mais nous devons toujours le faire avec prudence et respect. J'espère que mon histoire servira de rappel que, même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver la force de survivre et d'aller de l'avant. Merci d'avoir écouté mon histoire. Même si la raconter n'est pas facile, je sais que c'est nécessaire. La vie continue, et bien que je n'oublierai jamais ce qui s'est passé dans cette forêt, j'ai trouvé une manière de vivre avec cela et d'utiliser mon expérience pour aider les autres. Restez en sécurité, et n'oubliez jamais que le véritable courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré elle. Mon nom est Pedro, et ce que je suis sur le point de vous raconter est une expérience qui a changé ma vie à jamais.
Ce qui a commencé comme un simple camping avec mes cousins dans la majestueuse et idyllique forêt noire en Allemagne s'est transformé en l'un des cauchemars les plus terrifiants que j'ai jamais vécus. Je n'aurais jamais imaginé que cette escapade en forêt se terminerait de la manière dont elle l'a fait, laissant une cicatrice permanente dans mon cœur. C'était l'été, et mes cousins et moi avions décidé de passer une semaine à camper dans la forêt noire, un lieu célèbre pour sa végétation dense, ses ruisseaux cristallins et sa tranquillité écrasante. Nous sommes arrivés au campement avec notre équipement, prêts pour une aventure remplie de randonnées, de feux de camp et d'histoires effrayantes sous les étoiles. Nous étions un groupe de 5, mes cousins plus âgés, Lucas et Matteo, mon plus jeune cousin, Josué, âgé de seulement 8 ans, et moi, âgé de 16 ans. Nous avons monté nos tentes près d'une clairière, à quelques mètres d'un ruisseau qui nous fournissait de l'eau fraîche et un bruit apaisant la nuit. La forêt était pleine de vie, avec des oiseaux chantants et de petits animaux courant entre les arbres. Les premiers jours furent parfaits. Nous avons exploré les environs, pêché dans le ruisseau et raconté des histoires de peur autour du feu de camp, profitant de la compagnie et de la liberté que seule la nature peut offrir. Le 4e jour, nous avons décidé de nous aventurer un peu plus loin de notre campement habituel. Nous avions entendu parler d'une cascade cachée dans une partie moins fréquentée de la forêt et étions déterminés à la trouver. Nous nous sommes mis en route tôt le matin, emportant avec nous seulement l'essentiel, de l'eau, des encas et nos lampes de poche. À mesure que nous nous enfoncions dans la forêt, la végétation devenait plus dense et le sentier moins visible. Le sol était couvert de feuilles humides et de branches tombées qui craquaient sous nos pas. Nous continuions, guidés par une carte rudimentaire et notre curiosité. Après des heures de marche, nous avons commencé à douter de notre orientation. Le soleil se couchait lentement derrière les arbres et les ombres s'allongeaient, créant une ambiance de plus en plus inquiétante. Juste au moment où nous étions sur le point de rebrousser chemin, nous avons entendu un bruit au loin. C'était une voix humaine. Nous nous sommes dirigés vers le son et, à notre grande surprise, nous avons trouvé un homme debout dans une petite clairière. Il était grand et mince, avec une barbe négligée et des vêtements usés. À première vue, il semblait amical. Il nous a souri et s'est présenté sous le nom de Hans, un randonneur local qui connaissait bien la région. Hans nous a demandé ce que nous faisions si loin des sentiers principaux et nous a proposé son aide pour trouver la cascade. Malgré son apparence négligée, son ton était aimable et ses yeux semblaient sincères. Nous avons décidé d'accepter son offre, reconnaissant pour cette aide inattendue. Il nous a guidés par un chemin que nous n'avions pas vu auparavant, parlant de l'histoire de la forêt et des légendes locales. Pendant que nous suivions Hans, j'ai remarqué que Josué, mon plus jeune cousin, s'était attardé, occupé à ramasser des pierres et à observer des insectes. Je lui ai crié de se rapprocher. Mais Hans m'a assuré qu'il n'y avait rien à craindre, que la forêt était sûre. Cependant, quelque chose dans son ton m'a fait ressentir une pointe d'inquiétude. Nous avons continué à marcher, mais je ne pouvais m'empêcher de regarder en arrière pour m'assurer que Josué allait bien. Soudain, Hans s'est arrêté et a indiqué un chemin entre les arbres. Il a dit que la cascade était proche et qu'il allait chercher quelque chose qu'il avait laissé caché dans une grotte voisine. Il nous a demandé d'attendre et a disparu dans la végétation. Les minutes passaient et Hans ne revenait pas. L'inquiétude a grandi en nous et nous avons décidé de retourner au camp. J'ai appelé Josué, mais il n'a pas répondu. Mon cœur a commencé à battre plus fort tandis que je courais vers l'endroit où je l'avais vu pour la dernière fois. Il n'était pas là. Nous avons commencé à chercher frénétiquement, criant son nom. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une trace de pas qui pénétrait dans la forêt, accompagnée de marques sur le sol, comme si quelqu'un avait été traîné. Nous nous sommes lancés à la poursuite des traces, criant le nom de Josué, espérant qu'il répondrait. La forêt semblait se refermer sur nous, chaque ombre devenait menaçante et chaque bruit un signe possible de danger. Nous avons couru sans relâche, mais les traces se sont finalement effacées dans une zone couverte de feuilles. Le désespoir s'est emparé de nous. Mon esprit était envahi par des images horribles de ce qui pourrait arriver à mon cousin. Nous avons passé des heures à chercher, mais nous n'avons trouvé aucune trace de Hans ni de Josué. La nuit est tombée et nous avons dû retourner au camp pour chercher de l'aide. Le chemin du retour fut un véritable supplice. Chaque craquement de branches, chaque murmure du vent semblait se moquer de notre désespoir. À notre arrivée, nous avons allumé le feu de camp et sommes restés silencieux, accablés par l'impuissance. Au lever du jour, nous avons couru jusqu'au village le plus proche pour alerter les autorités.
Bientôt, une équipe de recherche composée de gardes forestiers et de volontaires locaux a été organisée. Les jours suivants furent un tourbillon de questions, de cartes et de patrouilles inlassables dans la forêt. La nouvelle de la disparition de Josué s'est rapidement répandue, et la communauté s'est mobilisée pour notre cause. Les équipes de recherche ont parcouru chaque recoin de la forêt, mais n'ont rien trouvé. Aucune trace de Hans ni de Josué. C'était comme s'ils avaient disparu dans les airs. L'impuissance et la frustration nous rongeaient. Chaque jour qui passait sans nouvelles de Josué était un coup dévastateur. Nous sommes restés au village pendant des semaines, nous accrochant à l'espoir qu'ils le retrouveraient. Finalement, après un mois sans résultat, la recherche a été réduite. Les autorités nous ont dit qu'elles continueraient à enquêter, mais la réalité était que les chances de retrouver Josué vivant s'amenuisaient. Nous sommes rentrés chez nous, accablés d'une douleur indescriptible. La vie ne serait plus jamais la même. Ma famille était dévastée. Mes cousins et moi nous soutenions mutuellement, mais le vide laissé par l'absence de Josué était insupportable. Chaque fois que je repensais à ce jour dans la forêt, je ressentais un mélange de culpabilité et d'impuissance. Nous avions fait confiance à un étranger, et cela nous avait coûté la chose la plus précieuse de notre vie. À ce jour, la disparition de Josué reste un mystère. Les autorités n'ont jamais trouvé aucune piste menant à Hans ou à mon cousin. La blessure reste ouverte, et chaque anniversaire de sa disparition est un rappel douloureux de notre perte. Nous vivons avec l'espoir qu'un jour le mystère sera résolu et que nous pourrons trouver une certaine forme de clôture, même minime. Raconter cette histoire est ma manière d'honorer la mémoire de Josué et d'avertir les autres des dangers qui peuvent se cacher même dans les endroits les plus tranquilles et les plus beaux. La confiance est quelque chose que nous devons accorder avec prudence, surtout dans des lieux inconnus. La nature peut être merveilleuse, mais elle peut aussi dissimuler des horreurs que nous n'aurions jamais imaginées.